Bonjour, nous sommes les 22 heures ce dimanche 18 janvier 2015, une semaine après le grand défilé du 11 janvier. Je vais vous parler de deux sujets. L'un concerne la question de l'écrit. J'étais cet après-midi à la Cité de la musique, dans la grande salle de la Philharmonie notamment, qui vient d'ouvrir. Magnifique salle, où le public est tout autour de la scène. Et on a joué la fameuse symphonie fantastique d'Hector Berlioz qui date d'il y a 185 ans quand même, ce qui est pas mal. Et je trouve ça un peu triste, je dois reconnaître, que de jouer des œuvres aussi anciennes. C'est certainement des œuvres qui sont marquantes historiquement, mais qui sont dépassées au niveau de notre époque, tout de raison. Par ailleurs, je ne cacherai pas que je la trouve un petit peu longuette, cette œuvre qui dure 55 minutes. Même s'il y a des moments très percutants, comme par exemple cette fameuse marche funèbre, et puis ces moments comme ça très percutants, percussions très fortes, et puis cette quantité considérable de l'orchestre. Mais bon, la question n'est pas là. La question, c'est que l'écrit, je vais faire le procès de l'écrit dans cette vidéo. Le procès de l'écrit, en effet. On n'a pas compris pleinement quels étaient les véritables enjeux de l'écrit. Et ce que cela visait véritablement. En fait, l'écrit, c'est une, je dirais pour parler comme Freud, c'est une attaque contre le père. C'est une façon de remplacer le père, de l'évacuer. On peut même peut-être le châtrer, le castrer, si on peut faire. Comme Saturne, comme ça se passe dans la mythologie. L'écrit, ça, pour moi, ça ressemble à la mort. C'est-à-dire pas par hasard qu'on laisse un testament. C'est une façon de remplacer l'autre en chair et en os par les écrits qui vont faire que ce personnage, il va finalement quelque part disparaître. Il va se perpétuer, certes, mais en même temps, il va être récupéré. Il va être perpétué. Il va être immortel, certes, mais en même temps, il va permettre quelque part de se démarquer ou de se débarrasser de ses contemporains, de nos contemporains. Vous voyez ce que je veux dire ? Faire revivre Berlioz aujourd'hui, c'est quelque part empêcher de vivre d'autres auteurs, d'autres compositeurs de notre époque. Même si, effectivement, dans ce jour, j'ai assisté aussi à un concert dans le même centre de musique contemporaine. C'est d'ailleurs assez étrange de passer de musique d'aujourd'hui, du XXIe siècle, à la musique du début du XIXe siècle. Et donc, dans la tradition juive, il est connu que le passage à l'écrit est lié à la crise. On va écrire la loi après la destruction du temple. On va écrire les prières avec la question de l'exil de Babylone, etc. C'est toujours un mauvais signe, c'est toujours un pis-aller, c'est toujours une solution, qui n'en est pas une en fait. Il s'agit toujours pour une société non pas de maintenir son passé et sa culture passée, mais de la tenir vivante, cette culture. Et la tenir vivante, ça ne consiste pas à passer par l'écrit et à répéter et à annoncer l'écrit. En aucune façon. Là, il y a un jeu de mots, enfin, il y a un glissement qui me paraît extrêmement désagréable. On peut bien entendu refaire vivre la symphonie fantastique de 1830.
bien évidemment. C'est ce qu'on fait. Mais à quel prix? C'est une sorte de supercherie, c'est une sorte d'imposture. Quel que soit le mérite de Berlioz, quel que soit le mérite de Beethoven, quel que soit le mérite de quelque autre auteur, compositeur, rien n'excuse de se polariser aujourd'hui sur des œuvres qui datent d'il y a 150, 200 ans et plus. Il n'y a aucune excuse à ça. Si ce n'est qu'un signe de décadence. Et donc l'écrit, c'est toujours le moyen de se substituer à l'autre, de le remplacer, de l'imiter, de prendre sa place quelque part, et de laisser croire qu'on est encore en vie, alors que c'est une sorte de subterfuge, ce n'est pas vraiment une vie. Tout comme, par exemple, cet orchestre de près de 100 exécutants qui ne peuvent pas jouer une note sans la partition, ils ne sont pas capables d'improviser la moindre chose ensemble. Imaginez aujourd'hui encore une société, des amis qui se retrouveraient et qui seraient tous obligés de lire un texte qui serait préparé à l'avance. On se dirait, mais c'est n'importe quoi. Ça se produit pourtant au cinéma, ça se produit souvent dans les médias, mais heureusement, ça ne se produit pas encore complètement dans nos sociétés. On a quand même un minimum de liberté dans les cafés philo, dans les réunions d'amis, je ne sais pas, dans les assemblées. On n'en est quand même pas encore complètement là. Mais il y a des îlots encore de résistance, mais pour combien de temps encore? La diffusion de la caméra, la diffusion de la possibilité de filmer risque fort de conduire à des mises en scène, risque fort de conduire même les gestes les plus quotidiens de la vie à être désormais mis en scène. On va vers une cinématographisation de la société, des comportements individuels. On ne sait pas jusqu'où ça peut s'arrêter. Et pourtant, en même temps, le film, comme je viens de le montrer ici par notre télévision, se prête à l'improvisation, bien entendu. Il se prête à l'improvisation, mais il y a une espèce de barrage. On admet l'improvisation pour un nombre, pour une personne. Bon, c'est normal qu'une personne parle. Mais dès qu'on est plusieurs, dès qu'on est 2 ou 3, alors là, il faut que tout soit parfaitement balisé, organisé, prévu, écrit, pour qu'il n'y ait pas de désordre. Très rapidement, quelqu'un va dire, mais c'est le bordel ici, il faut que tout soit bien organisé. Quand on commence à nous parler d'organisation, je commence à frémir. Il y a un temps pour l'organisation, mais il y a aussi un temps pour l'improvisation, il y a un temps pour l'impromptu, et il y a des gens qui ne veulent pas cela, et notamment les femmes d'ailleurs. Les femmes sont souvent les premières à se plaindre du désordre. Elles veulent que tout soit régenté, que tout soit agencé, et elles sont fortement responsables de ce qui se passe actuellement quant à la résurgence d'écrits anciens, de partitions anciennes, d'autant plus que comme ça on peut vérifier que la personne a bien respecté le texte et qu'on peut vérifier qu'elle est sérieuse. Alors que quand on improvise, on ne peut pas montrer que la personne qui improvise a respecté, a été disciplinée par rapport au texte, parce que ce texte n'existe pas. Il y a tout un processus comme ça qui est assez aberrant. Voilà ce que je voulais dire. Je voulais dire que quelque part, je suis opposé à l'écrit, et je le suis d'autant plus opposé à l'écrit que ça passe par la technique, que ça passe par l'écrit, par le papier, par le stylo, par le stylet, par le papyrus, et que déjà ça, c'est pas du tout écologique. Je pense que l'être humain, de manière générale, n'a pas besoin d'objets du tout. Tout doit être en lui, dans ses mains. La seule chose qu'il puisse faire, c'est éventuellement taper sur quelque chose comme ça, ou taper dans ses mains. Mais le fait d'utiliser un objet, les mains ne sont pas faites simplement pour saisir un objet, elles sont faites aussi pour frapper, ce qui n'est pas la même chose. Dès que je saisis un objet, ça veut dire que je vais m'en servir pour faire quelque chose. Non, on a le droit, bien entendu, de marcher sur le sol, de faire du bruit sur le sol, on a le droit de taper sur un tambour,
si on veut, en tout cas sur un morceau de bois, ce qui donne la musique, quelque part. Mais à partir du moment où l'on utilise un instrument qui est fabriqué pour se faire, c'est là qu'il y a un problème. Parce que tant qu'on est dans le domaine de marcher, ben on marche. De toute façon, on va marcher sur le sol. Le sol n'a pas été fabriqué c'est pas un instrument, le sol. Si je frappe sur une pierre ou sur un arbre, il n'a pas été fabriqué pour ça. L'instrument, c'est un objet qui est fabriqué pour remplir une certaine fonction. En revanche, si j'instrumentalise un objet, c'est-à-dire que je lui donne une fonction qu'il n'a pas, et que je ne transforme pas sa nature, que je ne le restructure pas, je ne le viole pas. C'est paradoxal. C'est paradoxal. Du moment que je ne change pas la nature du produit intrinsèquement, même si je lui donne une signification qu'il n'a pas en soi, eh bien, écologiquement, ça ne pose pas de problème. Le fait de décider, par exemple, que telle planète aura telle signification, ça ne change pas la nature, ça ne change pas la planète. Par contre, si je vais transformer la planète, si je vais l'habiter, si je vais la faire changer d'orbite, là, ça change complètement tout. Il y a instrument au moment où je transforme l'objet, non seulement dans sa vocation, mais en fin de compte, à partir du moment où je crée un objet qui n'existe pas. C'est-à-dire que je modifie l'élément d'origine et je lui donne une nouvelle forme. Et effectivement, en ce sens-là, la sculpture est totalement différente de la musique. La sculpture, c'est véritablement transformer la matière. Et la matière, donc, c'est déjà un problème. Si je transforme un morceau de bois et je lui donne une nouvelle forme, comme cette sculpture que nous avons là, que vous ne voyez peut-être pas à l'écran, à ce moment-là, bien entendu, je vais faire quelque chose. Mais je ne sais pas, je vais donc travailler le bois. Mais en revanche, si je tape sur cette table comme ça, je ne parle pas de la table en soi, parce que la table est fabriquée, mais si je tape sur une surface plane comme ça, avec mes pieds, je ne transforme pas la nature. Je me l'approprie d'une certaine façon, je ne la transforme pas, et je ne m'en sers pas. C'est-à-dire que, quand je veux dire que je ne m'en sers pas, c'est-à-dire que elle ne vient pas m'aider véritablement. Elle n'est pas une prothèse, elle n'est pas un succédané. Or, l'écrit, c'est par excellence la prothèse. C'est vraiment la prothèse. Et lire, apprendre à lire, c'est apprendre à être dans la mystification.